Bonjour et bienvenue dans la première émission Quoi de neuf docteur, l'émission santé des Fervessonnes. Alors une émission qui commence de manière un petit peu particulière puisque mon invité est en train de se battre quelque peu avec le personnel de la fourrière de Vissou parce qu'elle s'est fait embarquer sa voiture, donc elle va arriver dès qu'elle va pouvoir. Cette première émission, elle est consacrée à la profession d'infirmier, infirmière. Et donc, nous allons faire une vue d'ensemble, un panorama de tout ce qui est la profession d'infirmier et d'infirmière et aussi de tout ce qui concerne la formation. Dans un premier temps, avant de démarrer cette émission sur les infirmiers, j'ai quelques petites annonces à faire. Alors, la première annonce, c'est qu'aujourd'hui, donc le samedi 10 mai, c'est la journée mondiale du lupus. Alors, puisque j'ai du monde autour de moi, bah oui, non, on va pas lui souhaiter son anniversaire parce que c'est une grosse saleté, ce truc-là. En fait, c'est une maladie chronique qui touche, qui est auto-immune, qui fait une inflammation, notamment au niveau du visage et d'un certain nombre de tissus. Donc, ça peut se voir sur la figure. On peut avoir des grosses taches sur la figure, mais ça peut aussi toucher des organes internes. Donc, c'est pas rigolo du tout. Ça peut même être mortel. Voilà, donc c'est une maladie qui est rare, qui est peu connue, et donc il y a pas mal de choses qui tournent aujourd'hui, notamment sur Internet, par rapport à cette journée mondiale pour faire connaître le lupus. Et vous pouvez faire www.lupusfrance en un seul mot.com et vous aurez tous les renseignements sur la question, d'autant qu'il y a un certain nombre de gens qui sont porteurs de la maladie sans le savoir, puisque 80% des malades sont détectés très tardivement. Voilà. Ça peut être... non, c'est pas soignable parce que c'est une maladie auto-immune. On reviendra quand on parlera de la sclérose en plaques sur les maladies auto-immunes. En fait, c'est ton propre organisme qui se bat contre lui-même. Tu te rends toi-même malade. Voilà. Donc, du coup, ça devient très difficile à soigner. Et donc, mais par contre, on peut traiter et on peut atténuer les symptômes. On ne guérit pas la maladie, mais on peut atténuer les symptômes et notamment, on peut atténuer la douleur parce que c'est une maladie qui peut être très douloureuse. Voilà. La deuxième annonce que j'ai à faire, j'en reparlerai dans 2 semaines puisque ça concerne le samedi 24 mai, mais commencez à y penser tout de suite. À Vissou, donc dans le nord du département, le samedi 24 mai à 20h30, il y a un concert au Centre culturel Saint-Exupéry au profit d'une association qui s'appelle Ensemble contre la sclérose en plaques. Et donc, les réservations, c'est au 06 82 07 50 99. Et autrement, vous pouvez aller sur Facebook, sur la page Ensemble contre la CEP, et vous aurez toutes les informations. Vous pouvez même relayer l'information avec la fiche du concert. Voilà. Ça, c'était pour les annonces santé. Alors, aujourd'hui, donc, on s'intéresse à la formation d'infirmière. Et on va voir dans un premier temps, donc je remercie Madame Fleurier qui est enseignante au centre de formation de Perret-Vaucluse et qui m'a bien aidée pour cette partie-là de l'émission. On va voir un petit peu tout ce qui consiste en fait dans la formation pour les infirmiers. Donc pour savoir, la première chose à savoir, quand on veut devenir infirmier, il faut avoir le bac. De préférence un bac scientifique. Et c'est une formation qui se fait en 3 ans. Sous une forme qui ressemble un petit peu à la forme de l'alternance, puisque en fait on va alterner, il y a autant de stages et de travail sur le terrain que de cours théoriques. Depuis la dernière réforme, quand on sort avec un diplôme d'infirmier, on sort aussi avec une licence universitaire, puisque maintenant les centres de formation en soins infirmiers sont jumelés automatiquement avec les universités locales. Et donc, on verra tout à l'heure, je vous dirai, mais les IFSI de l'Essonne sont, pour certains, jumelés notamment avec l'université, enfin le centre hospitalier universitaire du Kremlin-Bicêtre. Donc ça veut dire que les programmes ont été changés, ça n'a plus strictement plus rien à voir avec les études qu'on faisait encore il y a quelques années. Et par contre, l'avantage, c'est que ça permet de pouvoir continuer les études en direction d'un master ou d'autres spécialisations. Voilà. Les infirmiers ont, par rapport à certains paramédicaux, une petite particularité, c'est que on a tendance à penser souvent que les gens font des études paramédicales pour faire de l'exercice libéral derrière, à la sortie du diplôme. Et ben, il se trouve que les infirmiers, eux, n'ont pas le droit de le faire. En fait, on leur a imposé un exercice obligatoire de 3 ans en salariat avant de pouvoir se lancer en libéral.
D'une année sur l'autre, les chiffres changent et en fait, ça dépend complètement de l'offre et de la demande et du nombre de professionnels libéraux qu'il y a sur les secteurs. Donc ça va de 2 à 5 ans d'obligation d'exercice, mais la moyenne est à 3. Ce qui veut dire que quand on sort des études d'infirmier, on est obligé de faire minimum 3 ans dans un centre avant de pouvoir se lancer dans le libéral. Finalement, c'est peut-être pas plus mal parce qu'on verra tout à l'heure avec notre intervenante que l'exercice libéral d'infirmier, c'est pas aussi rose que ça en a l'air et ça consiste à faire beaucoup de kilomètres, beaucoup de marche à pied et beaucoup d'heures. Beaucoup de kilomètres quand on ne se fait pas enlever la voiture. Beaucoup de kilomètres quand on ne se fait pas enlever la voiture, je m'attendais à celle-là. Non, c'est des journées énormes parce que les visites à domicile, c'est quelquefois pour un acte qui fait 5-6 minutes, mais il faut y aller, il faut en revenir et du coup, on perd beaucoup de temps, on perd plus de la moitié de son temps en fait à être à l'extérieur et non pas en présence du patient, ce qui explique que les infirmiers libéraux font des horaires absolument ahurissants, commencent à 7h et finissent à 20h voire 21h. Voilà. Quand on sort du diplôme, donc, du coup, on est obligé de travailler en salariat et on peut s'orienter dans un certain nombre d'endroits. Alors, on peut travailler dans le privé, on peut travailler dans les institutions publiques. Il y en a un certain nombre qui travaillent en maison de retraite. On peut travailler dans des centres dont on reparlera, qui sont les instituts médico-éducatifs et les maisons d'accueil spécialisées. Donc là, on est dans le médico-social, avec des personnes généralement en situation de handicap. On peut aussi travailler dans les écoles, mais pas tout de suite. Ça, c'est comme l'exercice libéral. Il faut avoir fait un minimum de 2 à 3 ans de salariat d'abord, et ensuite passer un concours organisé par l'Éducation nationale. Donc, infirmière à l'Éducation nationale ou infirmier à l'Éducation nationale, ça demande quand même une certaine progression et ça vient pas tout de suite. Et pourtant, souvent, on a tendance à critiquer les infirmières d'école parce que souvent un peu trop, justement, alors je sais pas de quoi ça peut être dû, mais souvent on dit que les infirmières d'école, voilà, leur remède miracle, c'est le Doliprane. C'est le Doliprane, oui. Et qu'en gros, tu y vas en disant, t'as quelque chose qui n'a rien à voir avec une douleur, voilà, paf, Doliprane. Et ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les infirmières scolaires n'ont pas le droit de délivrer de médicaments. Oui, en dehors des... Voilà, parce que les infirmières, comme tous les paramédicaux, à l'exception des sages-femmes, qui sont les seules qui ont droit de prescrire un certain nombre de médicaments, tous les paramédicaux dépendent de prescriptions médicales. Donc, pour qu'un infirmier puisse donner un médicament, il faut qu'il y ait un médecin qui ait décidé que le médicament doit être délivré. Donc, si tu vas à l'infirmerie de l'école avec un mal de crâne carabiné, on va effectivement te donner un antidouleur, qui est quelque chose qui se donne sans prescription, donc comme un Doliprane, par exemple, et puis éventuellement conseiller d'aller chez un médecin. Ouais, mais quand tu saignes du doigt, pourquoi tu donnes un Doliprane ? Alors, non, là, par contre, effectivement, il y a peut-être un léger problème. Dans ces cas-là, on met un pansement dans un premier temps. Ça paraît plus logique. Et l'autre chose qui est, puisqu'on parle des infirmières scolaires, c'est que très souvent, elles ont beaucoup de limites par rapport au fait que c'est justement dans un établissement scolaire et que parfois, elles sont déconnectées, notamment en ce qui concerne tout ce qui est contraception. Alors, oui, parce qu'elles ne sont pas forcément formées pour. Alors, du coup, j'ai posé la question à mon informatrice du centre de formation en lui disant, mais est-ce qu'il y a un recyclage, quelque chose de prévu, des informations ? On peut, mais c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Et de toute évidence, quand on rentre, par exemple, à l'Éducation nationale, il n'y a pas de formation supplémentaire sur certaines choses. Donc, il y a celles qui vont s'y intéresser, qui vont se dire que finalement, c'est leur rôle, et qu'effectivement, l'information sur la contraception, c'est quand même, quand on travaille en lycée notamment, c'est quand même un gros sujet. Mais si l'Éducation nationale ne donne pas le feu vert pour faire des interventions, ça marche pas. Si le directeur de l'établissement n'est pas d'accord pour faire de la prévention à cette échelle-là avec une information en classe, l'infirmière n'a pas le droit de prendre l'initiative, parce qu'il faut savoir que l'infirmière scolaire, elle passe du chaperonnage, entre guillemets, du ministère de la Santé au ministère de l'Éducation nationale. Elle dépend plus du tout du ministère de la Santé. Donc, elle est dépendante des textes qui concernent l'Éducation nationale, du directeur et puis de la hiérarchie qu'il y a au-dessus d'elle. Donc, en fait, elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut.
Oui, mais bon, c'est vrai que ça peut parfois quand même avoir ses propres limites parce que... Oui, et ben du coup, elles envoient par exemple dans les centres de dépistage, dans les centres d'information, au planning familial, mais c'est vrai que du coup, ça oblige les élèves qui n'ont pas forcément envie non plus à aller voir d'autres personnes à l'extérieur. Voilà. C'est vrai que bon, imaginons une personne mineure découvre des problèmes de contraception, voire d'infection sexuellement transmissible, c'est peut-être pas forcément déjà facile d'aller voir, même si elle est proche, l'infirmière scolaire, pourtant on la connaît, on connaît son visage. Alors si en plus on réoriente vers une personne à l'extérieur, ça peut être quand même beaucoup plus compliqué encore pour la personne. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que en fait, les infirmières scolaires sont très très limitées dans leurs possibilités. Ce qui est tout à fait dommage, je suis tout à fait d'accord, parce qu'il y aurait énormément de choses à faire au niveau de l'éducation nationale. Mais le simple fait de changer, elles sont soignantes, elles sont infirmières, mais elles sont moins dans la démarche de soins parce qu'elles ont changé de ministère. Donc elles sont réduites en fait dans leurs possibilités. Voilà. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc la plupart des diplômées, elles s'en vont dans les hôpitaux ou dans les cliniques. Hein. Elles vont dans des services, elles travaillent un certain nombre d'années, et puis là encore, il n'y a pas de spécialisation, c'est-à-dire que le diplôme d'infirmier, c'est un diplôme généraliste, et après, les gestes spécifiques, les techniques spécifiques à différents services, on les apprend sur le terrain. Moi, j'ai une question. Oui. Quand même, bon, allez, rien que vu ta tête, je m'attends... Je vais sortir ma science avant que ton invité arrive. Le métier d'infirmière. Oui. Quelle année? Le diplôme d'infirmière, la création du diplôme... Le premier guide. Et qui a sorti le premier guide? Allez, vas-y. Oui, non, mais ça, c'est pas un scoop, mais... J'apprends les choses, excusez-moi de sortir ma culture, je ne parle pas que de grossièreté le vendredi soir. Mais... Hein. Tout à fait, là on est samedi midi, donc tout va très bien. On parle pas de politique. Donc j'en sais rien, donc tu vas nous le dire. C'est la Croix-Rouge française. Oui. La Croix-Rouge française qui a sorti le premier guide, et qui date de... j'en avais une édition, c'était de 1924. Tu dates de 1924? J'avais une édition de 1924. En même temps, pour ceux qui ont l'image, on sait plus qui est de 1924 que moi. Je te remercie, mais en 1924, je n'étais même pas une idée dans la tête de ma mère. Donc, non, mais voilà, c'est pour dire que le métier d'infirmière, c'est un métier qui est réglementé, mais qui existe depuis longtemps. Oui, et qui existait avant qu'il y ait des diplômes, hein, et qui était souvent exercé par les religieuses dans des hôpitaux qui étaient... Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il se passe un truc derrière moi que je ne vois pas, c'est ça? Non. Mais effectivement, c'est un métier qui est très ancien. Bon, alors revenons à notre orientation, d'accord? Donc, quand on travaille en service, le problème du coup qui se pose, c'est la mobilité. Parce que quand on travaille 5, 10 ans, 15 ans dans un service, on finit par avoir les habitudes du service et ça devient très très difficile au cas où on aurait besoin de changer de poste, de changer de spécialité. Parce que ce ne sont pas des spécialités reconnues, mais il n'empêche que quand on est infirmier en psychiatrie ou quand on est infirmier en néonatologie, par exemple, on n'a pas du tout les mêmes gestes techniques, on n'utilise pas les mêmes choses, on ne fait pas du tout le même travail et du coup, quand on a pris l'habitude d'un certain rythme et puis de certaines techniques, on a du mal à changer. Et Dixit, mon informatrice du centre de formation, les recruteurs ont tendance à privilégier les gens, alors c'est peut-être paradoxal, mais qui changent assez souvent de service, de manière à voir effectivement un certain nombre de pathologies différentes, de techniques utilisées différentes. Et du coup, quand on veut postuler dans des nouveaux services, c'est beaucoup mieux d'avoir un CV où on a changé de service tous les 3-4 ans, plutôt que d'avoir un CV qui pourrait paraître rassurant parce que ça fait 20 ans qu'on travaille au même endroit et avec les mêmes types de malades. Voilà. Il n'empêche quand même que dans la mesure où on a affaire à tout type de pathologie, il y en a forcément que l'on préfère, entre guillemets, et on est quelquefois plus adapté ou plus réceptif à certains types de pathologies. Ceux qui bossent en pédiatrie, par exemple, la plupart du temps, c'est parce qu'ils l'ont choisi. Travailler en pédiatrie quand on n'aime pas les enfants, c'est un peu embêtant. C'est comme travailler en gérontologie quand on n'aime pas les personnes âgées ou qu'on n'est pas à l'aise avec les personnes âgées, ou travailler en psychiatrie quand on a un problème de relation avec les personnes qui sont psychiatriquement malades. Oui, c'est pas forcément toujours... Pourquoi tu trembles? Ça fait peur? Non, quand même pas. Voilà, donc en fait, on se retrouve avec une absence de spécialisation au niveau du diplôme et une possibilité très générale de pouvoir travailler à plein d'endroits différents, avec plusieurs contraintes.
On a vu qu'infirmière en école, il fallait repasser un concours et il faut avoir un certain nombre d'années d'exercice. S'installer en libéral, il faut avoir un certain nombre d'années d'exercice. Si vous voulez évoluer dans la profession, il faut aussi quelquefois avoir un certain nombre d'années d'exercice. Par exemple, quand on veut faire l'école des cadres, eh ben, il faut avoir entre 3 et 5 ans d'exercice sur le terrain avant de pouvoir passer le diplôme, ce qui paraît logique aussi, parce que quand on est amené à encadrer des gens, ça paraît normal de connaître leur travail de terrain avant d'être capable de les encadrer. Donc on demande de ne pas passer directement du diplôme à l'école des cadres. On peut se spécialiser avec un autre concours derrière comme infirmière puéricultrice. Et là, on se fait 1 an de plus. Et là, on a choisi largement de travailler avec des enfants. En infirmière puéricultrice, on travaille dans des maternités, mais on travaille aussi en néonatologie avec des enfants très prématurés, avec des enfants très abîmés suite à des difficultés de naissance, etc. Donc il faut quand même bien être accroché et avoir très très envie de faire cette spécialisation-là. On peut aussi devenir infirmier en bloc opératoire. Et là, c'est encore un concours et c'est encore 1 an de formation. En même temps, quand on sait ce qui se passe dans un bloc opératoire, ça paraît logique, il vaut mieux se spécialiser et refaire des études d'après. Et on peut aussi devenir infirmier anesthésiste. Et alors là, du coup, il faut avoir 2 ans d'exercice dans un service d'urgence, pas n'importe où. Et ensuite, c'est 2 ans de formation supplémentaire. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec 5 ans de formation, 2 ans d'exercice. Mais là, l'infirmier anesthésiste, c'est quand même celui qui vous surveille au moment où vous vous endormissez, au moment où vous vous réveillez, et puis surtout pendant toute l'intervention, pendant que l'anesthésiste souvent passe d'un bloc à l'autre, et vous avez l'infirmier anesthésiste à la tête, et là il y a intérêt effectivement aussi à avoir quelqu'un de formé. Oui, voilà. Voilà. Donc, mettre la bonne dose. C'est pas eux qui mettent les doses, c'est les médecins. Ils surveillent. L'infirmier ne travaille jamais travaille jamais de son propre chef. Si, comme tu disais, tu arrives avec un doigt coupé, on va faire les soins d'urgence quand même. Hein. D'ailleurs, quand on sort du diplôme d'infirmier, on a un autre diplôme en parallèle qui s'appelle AFGSU, c'est donc une attestation de gestes de secours d'urgence, qui est recyclable celui-là. Mais ça reste des gestes de premier secours. Ça reste des gestes de premier secours, mais qui sont du coup des gestes de premier secours que l'on peut faire de notre propre, que l'infirmier peut faire de son propre chef. Sans avoir besoin de... Pardon, je me retourne. Non, c'est pas pour nous. Donc, sans avoir besoin de l'avis d'un médecin. Mais, toujours pareil, autrement, l'infirmier est un paramédical et il fait les gestes que le médecin lui demande de faire. Pour connaître l'AGSU, c'est vrai que ça reste vraiment des premiers secours. Oui, tout à fait. Ça reste des premiers secours et en concernant les infirmiers, ils sont obligés de se recycler tous les... Alors je vais remettre mes lunettes parce que je me souviens pas, je vois pas, tous les 4 ans. Voilà. Donc tous les 4 ans, on recommence. Alors, je vais me permettre une parenthèse, juste pour dire qu'on parle de premiers secours, donc parenthèse. T'as vu Anthony ? Oui. Même Aïna qui est concernée. Maintenant, pour pouvoir passer ton permis, tu vas devoir connaître les premiers secours. Non, moi ça y est, j'ai mon permis. Non, mais pour Aïna ? Oui, tout à fait. Mais de toute façon, c'est obligatoire depuis... l'objectif, il y a, quand on a refait les programmes de premiers secours il y a un peu plus de 20 ans, l'objectif était de former... Oui, je sais, je suis vieille. L'objectif était de former 90% des gens au premier secours. Bon. On est à 46%. Oui, donc 20 ans plus tard, on n'a pas vraiment atteint l'objectif, on est bien clair. Mais c'est vrai qu'en cas d'accident de la voie publique, c'est très important de savoir quoi faire quand même. Moi, je trouve ça pas mal qu'il inclue maintenant il faut avoir passé le PSC1, donc prévention et secours civique de niveau 1, même s'il n'y a pas de niveau 2. Donc, pour pouvoir passer ton permis de conduire. Donc ça, c'est la réforme qui va être votée là. On en a parlé cette semaine. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est très bien, c'est très bien. Même si bien sûr, ça reste, c'est un peu bon. Même si la GFSU est beaucoup plus poussée. La FGSU, c'est quand même 20 jours de formation, donc c'est quand même un petit peu plus poussé. Mais ne serait-ce que les premiers secours, ça dure 1 journée. Donc c'est vrai que les gestes sont limités, mais si au moins ça permet de lever une appréhension, parce que le problème c'est que beaucoup de personnes n'osent pas intervenir. Tout à fait. Ou alors interviennent, mais de manière décalée et pas dans le bon sens. Et ça permet aussi de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et ça avance beaucoup les choses. Sauf que tant qu'effectivement tout le monde ne sera pas formé, on va faire des vidéos au premier secours, vous allez voir.
Oui, d'ailleurs, c'est pas pour tout de suite parce qu'il est très très pris actuellement, mais on aura très probablement comme invité sur une de nos émissions le président du SDIS 91. Ah, mais Jérôme, oui. Voilà. Tu lui dis que tu viens de notre part. Mais je lui ai dit que je venais de votre part, sauf que là, il est en déplacement pour le moment, donc il rentre à la fin de la semaine prochaine. Et parce que justement, premier secours, prévention, etc. Et donc, vive nos amis les pompiers. Même si c'est pas le SDIS qui est le plus grand organisme formateur en gestes de premier secours. Non, tout à fait. Mais là, j'ai un peu glissé. Ah non, mais je suis moniteur national de premier secours, donc forcément. J'ai un peu glissé sur les premiers secours et donc sur les pompiers qu'on parce que le recevra plus grand forcément. organisme, effectivement, ça reste la Croix-Rouge. Ça reste la Croix-Rouge, tout à fait. Et ben oui, à laquelle j'ai appartenu pendant un certain nombre d'années. Et donc. On va en parler. C'était dans le temps, bon voilà. Alors une chose à savoir aussi, c'est que maintenant avec les nouvelles réformes, toutes les infirmières qui sortent du diplôme sortent cadres et que les cadres du coup se retrouvent avec un niveau encore au-dessus. Tout le monde est monté d'un étage avec la nouvelle réforme et le fameux passage dont tout le monde parle depuis des années du passage au LMD, licence, master, doctorat. Tout maintenant, je m'engage peut-être, je crois qu'il y a une spécialité qui n'est pas encore passée, mais la plupart des spécialités paramédicales sont passées en LMD, même les orthophonistes. Et oui, donc maintenant, mais si, parce que ça nous permet de pouvoir. C'était les infirmiers un peu moins, mais beaucoup de spécialisations paramédicales étaient un petit peu des cul-de-sac quand même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait fait nos études, on ne pouvait plus rien faire. Donc là, ça permet de faire des ponts entre les uns et les autres, ce qui est quand même pas plus mal. Donc, on a parlé pénurie un petit peu avec mon informatrice aussi, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on nous parlait beaucoup d'infirmières, notamment venant du sud de l'Europe, que les hôpitaux recrutaient parce qu'on manquait d'infirmiers et d'infirmières en France. Alors, a priori, c'est plutôt régional. Il y a certaines régions qui sont saturées. Il y a même des régions comme la Bretagne où il y a plus de candidats que de postes de libres. Mais en tout cas, sur tout ce qui touche l'Île-de-France, il y a beaucoup plus de postes que d'infirmiers en poste. Donc il y a possibilité en fait de trouver sans difficulté du travail. C'est un métier qui recrute. C'est un métier qui recrute et qui recrute en permanence, même si ça tourne, parce qu'on n'est pas obligé de rentrer dans un hôpital ou dans une clinique. On peut faire de l'intérim, par exemple. On peut aussi faire que des remplacements, donc des contrats à durée déterminée, quelquefois relativement courts. Mais ça permet en plus d'augmenter l'expérience puisque vous passez d'un service à l'autre, donc vous voyez des choses différentes. Et c'est effectivement un métier qui recrute. Et sur l'Île-de-France, mon informatrice me disait, se dire infirmier salarié et au chômage, ça n'est pas possible parce qu'il y a toujours possibilité de trouver des remplacements. Alors pas forcément dans le service que vous voulez, pas forcément dans l'hôpital qui est en bas de chez vous et pas forcément aux conditions que vous avez envie d'avoir, mais en attendant, il y a possibilité toujours de se trouver un poste. C'est déjà pas mal. Métier d'avenir. Oui, mais est-ce que les infirmières sont forcément toujours nues sur leur blouse? Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas allée vérifier. Autant que je me souvienne, quand je travaillais à l'hôpital, elles étaient habillées en dessous. D'accord. Non, mais je rigole bien sûr sur le cliché qu'on a souvent. Oui. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est pas souvent cliché. Mais est-ce qu'elles sont... C'est pas toujours cliché, mais... est-ce qu'elles sont plus calmes que dans Grey's Anatomy? Ben, j'espère, la plupart, oui, quand même. Elles sont un peu plus professionnelles aussi, quand même. Non, mais pourquoi est-ce qu'elles sont habillées légèrement, on va dire, sous les tenues? Tout simplement parce que dans un hôpital, il fait une chaleur épouvantable. Et puis en plus... Et bien sûr, il fait très chaud. Au-delà d'avoir, et puis ils peuvent bien sûr avoir pas leur tenue, ils peuvent pas avoir de vêtements qui viennent de l'extérieur. Alors ça dépend des services, mais la plupart du temps, oui, il suffit qu'on travaille en chirurgie, par exemple, et donc qu'on ait affaire à des plaies ouvertes, qu'on travaille chez les grands brûlés, là c'est encore pire, parce qu'il y a tout un protocole d'habillage et de protection à mettre en place. Oui, on est censé avoir des vêtements professionnels, mais pas amener toutes les saletés, les microbes et tout ce qu'on peut... Enfin, il y a déjà suffisamment de maladies nosocomiales à l'hôpital. Voilà, c'est pas la peine d'en rajouter non plus. Les recommandations du CLIN, donc le comité de lutte contre les infections nosocomiales, demandent à ce que les personnes
ne viennent pas avec d'habits de l'extérieur dans l'établissement. Donc, on passe au vestiaire, on se change et effectivement on est avec des vêtements qui ne sont pas sortis de l'établissement. Ça veut dire que dans l'autre sens, on n'a pas non plus normalement le droit de sortir, ne serait-ce que fumer sa cigarette à l'extérieur, en tenue de travail. Parce que ça veut dire qu'on récupère tous les microbes de l'extérieur et si vous travaillez dans un service un peu sensible, et ben vous refilez tout à vos patients derrière. Et c'est pour ça j'ai déjà vu des médecins des gens fumer dehors avec leurs cigarettes tout en étant habillés. Oui, mais les recommandations, voilà, c'est une recommandation. C'est une recommandation. Et puisqu'on parle de recommandations, tu pourrais presque bientôt travailler en secteur hospitalier, puisqu'on demande aux hommes, notamment, je ne sais pas si tu le sais, que généralement, dans les recommandations du CLIN, que les hommes soient rasés sous les aisselles. Pour des raisons d'hygiène, oui. Des raisons d'hygiène. On a fait les jambes, on n'a pas fait les... Oui, mais justement, c'est un début. Voilà. Il n'y a pas une deuxième émission prévue pour l'épilation, non? Non, mais parce que justement, il faut savoir que les aisselles, c'est le deuxième nid à bactéries au niveau du corps humain. Le premier, c'est les mains. Non. Non, même pas. Bon. Les poils pubiens. Mais non, mais arrête. Je te parle. On parle de poils alors. C'est les cheveux. Les cheveux. 1 million de bactéries au centimètre cube. Ah bah oui, les cheveux, c'est vrai que ça. C'est vrai qu'on promène du monde, là, du coup. Vu la longueur, on dira pas, d'accord. Cela dit, rare fois où j'ai mis les pieds dans un bloc opératoire, c'est vrai que c'était habillé en martien. Donc, ah bah oui, parce que là, c'est obligé. On est obligé. Dans un bloc opératoire, il faut un taux d'empoussièrement qui est inférieur à 0,01%. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a des grosses pompes et qui fait un froid de canard dans un bloc opératoire, parce qu'on a des extracteurs. Parce qu'on a un air pur à 90%. On a un air pur, oui. Bah, tant mieux. Attention, là, on va parler ultra propreté. On a notre maniaque du ménage qui est là. Donc, nettoyage, le ménage à la maison. Donc, non, mais c'est vrai que pour avoir travaillé en ultra propreté, voilà, les mesures en termes de taux d'empoussièrement, elles sont quand même très très strictes. Il faut un taux d'empoussièrement qui est de, c'est 10 particules par mètre cube. Je crois, non, c'est 100 dans un bloc opératoire, c'est 100. Ouais, 10, ça me paraît léger quand même. Mais même 100 par mètre cube, c'est quand même très, très... Sinon, si la mesure elle n'est pas bonne, le bloc il ferme. Oui. Bah, en même temps, si c'est des chirurgiens et qu'il y a des plaies ouvertes et tout, c'est un peu normal. Mais c'est... Bah oui, le but du jeu, c'est qu'il n'y a rien... Tout à fait. Alors, stériliser complètement, c'est pas possible. Hein. Ce qui est stérilisé sur un bloc opératoire, j'ai pas prévu de recevoir un chirurgien, mais pourquoi pas. Ce sont tous les instruments. C'est tout ce qui... Oui, c'est pas des outils, c'est des instruments quand même. C'est tout ce qui touche à l'endroit où va se passer l'opération, donc la table sur laquelle se trouve le patient, et tout ce qui va toucher le patient et les chirurgiens qui touchent le patient. C'est-à-dire que dans un bloc opératoire, vous avez 2 zones et vous n'avez pas le droit d'échanger entre ces 2 zones. Si vous êtes spectateur parce que vous êtes étudiant en médecine, en infirmier ou je ne sais quoi, et que vous assistez à une opération, vous avez une zone à ne pas dépasser, en fait, une limite à ne pas dépasser, parce qu'il ne faut en aucun cas toucher soit le vêtement du chirurgien, soit encore moins la table opératoire ou les instruments qui vont toucher le patient, qui eux sont effectivement complètement stériles. Voilà. Et c'est quand même, voilà, on parle des infections nosocomiales, on dérape. Hein. On dérape complètement, tout à fait, en attendant notre invité qui est toujours coincé à Vissou. Mais tu vois, on fait gagner le temps. Donc, mais je trouve intéressant. Et le pire, c'est que c'est dommage, c'est de se dire qu'en France, il y a encore énormément d'infections nosocomiales qui ne sont pas connues. Et c'est, déjà, c'est vrai qu'on parle entre nous, mais tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est qu'une infection nosocomiale. Alors, les infections nosocomiales, ce sont des infections avec lesquelles on n'est pas arrivé à l'hôpital, mais avec lesquelles on repart. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le petit cadeau. C'est le petit cadeau de l'hôpital. Alors, généralement, c'est pas si rare que ça, mais la plupart du temps, notre corps est capable de lutter contre. C'est-à-dire qu'on va parler d'infection réellement nosocomiale quand, à la sortie de l'hôpital, on a réussi à récupérer une maladie qu'on n'avait certes pas à l'entrée et surtout qui va nous rendre réellement malades. T'attrapes un rhume à l'hôpital parce que l'infirmière est un peu enrhumée ou parce que ton voisin de lit a chopé la crève avant d'arriver. Ça va pas être considéré comme une infection nosocomiale. C'est quelque chose que tu aurais pu attraper à l'extérieur. En revanche, il y a certaines infections qui, effectivement, tu n'es pas susceptible d'attraper à l'extérieur et que tu n'attrapes que sur le lieu de l'hôpital. En fait, les infections nosocomiales sont liées à un manque, généralement à un manque d'hygiène
du personnel soignant ou du personnel d'entretien, hein, ça peut être l'un ou l'autre. En gros, c'est simple, c'est ce qu'on appelle une contamination croisée. Donc les microbes de l'un plus les microbes de l'autre plus les microbes de l'autre, bah forcément, ça fait beaucoup de microbes. Quand arrive à la fin de la rangée, effectivement, c'est le petit cadeau. Les infections nosocomiales, ça peut quand même être relativement grave. Hein, puisque on connaît des cas tristement célèbres. On pense au fils de Pardieu, qui est rentré pour une méningite, je crois, à l'hôpital et qui est ressorti avec une jambe en moins. Tout à fait. Enfin, il y a eu quelques étapes entre-temps, mais effectivement, il a eu une gangrène et on a été obligé de l'amputer. Un des connus, on parle beaucoup dans les médias, enfin, c'est une des infections les plus connues, ça reste le staphylocoque doré. Tout à fait. Staphylocoque doré. Et le nombre de personnes qui contractent une infection nosocomiale est quand même relativement important. Oui, tout à fait. Tu connais le chiffre? Non, je connais pas, mais tu adores les chiffres, alors ça, je te les laisse. Attends, mais c'est énorme. Allez, en pourcentage, combien de pourcents? Je dirais 20%. 20%? Non, mais quand même, ça veut dire qu'une personne sur 5 qui sort d'un hôpital sort avec une autre maladie. Moi, je vais plus à l'hôpital, hein, dans ces cas. 20%, c'est énorme quand même. Hein. Et toi, je dirais aux alentours de 5. Inax 10%. Je crois qu'elle fasse plus que moi. Mais 10%, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il y a un patient sur 10. Hein. Ouais, c'est 50 000 cas par an. Tu sais que moi, ma mère, elle est décédée de ça. Elle allait en dialyse régulièrement. Elle a chopé un staphylocoque doré. Oui, alors, bien évidemment. Le staphylocoque doré, c'est le plus virulent. Hein, et c'est le plus courant. C'est celui qui courant dans le sens où il se déplace. C'est celui qui se déplace le plus facilement et qui se retransmet le plus facilement. Voilà, on va pas non plus inquiéter tout le monde. Il faut savoir que 30% des infections nosocomiales sont des infections urinaires. D'accord. Donc en gros voilà. Ça se traite sans trop de difficultés. Néanmoins, effectivement, il peut y avoir des conditions, des circonstances beaucoup plus graves. Et là où beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est justement, tiens, on fait la transition avec tes premiers secours et pour permettre de revenir sur ton sujet. Ah vas-y, remets-moi sur mon sujet. Je vais te remettre, voilà. Donc c'est que justement dans les premiers secours, si on parle du malaise. Quand une personne a un malaise, on pose 4 questions essentielles. Bien évidemment, c'est est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive? Depuis combien de temps vous êtes comme ça? Est-ce que vous avez un traitement? Et effectivement, est-ce que vous avez été hospitalisé dernièrement? Tout à Alors, fait. bien sûr, c'est pour voir si c'est pas une conséquence. Une conséquence ou une suite de la maladie pour laquelle elle a été un petit peu suite aux infections nosocomiales. Oui. Voilà, je t'ai fait la boucle. On a fait la boucle et on revient sur les premiers secours et voilà. Donc, alors, je vais reprendre la suite de mes petites choses. J'ai fait un petit peu le tour quand même. Alors, on va voir au niveau très local, au niveau 91, ce qui se passe. On a 5 instituts de formation de soins infirmiers dans le 91. D'accord. On a celui de l'hôpital d'Étampes, celui du grand centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes. On a Longjumeau, on a l'hôpital d'Orsay et on a le centre de Perret-Vaucluse qui est situé à cheval sur Sainte-Geneviève-des-Bois et Épinay-sur-Orge et qui est en fait un gros centre sur plusieurs sites mais qui effectivement... Mais qui a une spécialisation. Oui, psychiatrique, voilà, et donc, mais alors attention, hein, c'est pas parce qu'un centre hospitalier est orienté plus particulièrement en psychiatrie ou pédiatrie ou je ne sais trop quoi, parce que par exemple Corbeil-Essonnes c'est un hôpital polyvalent, il y a tous les services, c'est pas parce qu'un hôpital est orienté de cette manière-là que l'IFSI qui est accroché dessus, lui a une orientation, c'est-à-dire que l'IFSI, le référentiel est national et quel que soit le centre hospitalier ou l'hôpital sur lequel vous pouvez faire vos études d'infirmière, vous aurez de toute façon toujours exactement la même formation, a fortiori depuis que les IFSI sont branchés avec des universités, puisqu'on a à la fois le cursus universitaire et le cursus hospitalier. Donc de toute façon, le programme est le même pour tous les IFSI de France et peut-être de Navarre, en tout cas métropole et outre-mer, et il n'y a pas de différence par rapport au programme. Hein. Et il n'y a pas non plus d'obligation, c'est pas parce qu'on fait nos études dans un centre particulier qu'on est obligé de faire les stages sur place. C'est vrai que c'est plus simple quand on est... Mais tous les stagiaires, tous les élèves de l'IFSI de Corbeil, par exemple, ne font pas leurs études, leurs stages sur Corbeil. Il y a des stages hospitaliers obligatoires, mais il y a aussi des stages autres qui sont intéressants et généralement obligatoires à faire aussi. Hein, c'est-à-dire, par exemple, de faire un stage en gériatrie. Alors, ça peut être en hospitalier ou ça peut être en médico-social, mais maintenant, on demande de le faire. Et on a souvent aussi un stage à faire qui n'est pas forcément très long, aux urgences. Et là, on revient sur les gestes d'urgence, mais un stage aux urgences, il faut savoir que c'est très particulier
parce qu'on voit passer des tas de choses. On voit des gens qui ont fait des petits malaises et qui n'ont éventuellement pas de couverture sociale et qui viennent aux urgences. Mais on voit aussi des gros accidents de la voie publique, on voit des très gros cas. Et là, c'est quand même très particulier, surtout si on est en plus sur un gros hôpital branché avec une antenne SAMU. Où là effectivement, donc c'est le cas du Sud francilien entre autres, où là effectivement on voit passer des choses qui sont pas toujours très très sympathiques. Résultat des courses et conclusion de la chose, quand on veut faire des études d'infirmière, alors infirmière c'est pas juste la dame qui tient la piqûre et qui est éventuellement peut-être sans rien sous sa blouse, mais c'est un métier qui touche à l'humain, c'est un métier qui touche à une certaine sensibilité, et la sensibilité par rapport à la douleur de la personne ou aux problèmes physiques que peut présenter la personne, le malade auquel vous avez affaire, mais votre propre sensibilité aussi, parce qu'il faut pouvoir supporter, je dirais presque toute la misère du monde, et voir effectivement... Il faut une part de psychologie. Il faut une part de psychologie énorme, il faut être capable d'écouter, il faut être capable d'intervenir auprès de personnes d'horizons différents, de maladies différentes, et ça c'est très compliqué. Et je pense que ce qui est aussi très dur, c'est de réussir à avoir une distanciation sur les choses. Parce que c'est vrai que voilà, malgré tout, et ça, c'est pour ça que beaucoup de respect aussi pour la profession d'infirmière, c'est que voilà, c'est très difficile parce que tu es en contact parfois avec des patients et donc tu t'attaches, c'est presque la nature humaine, mais c'est justement ce qu'il faut pas faire. Alors quand on est en service hospitalier, c'est plus rare parce que les temps d'hospitalisation sont beaucoup plus courts. En revanche, quand on travaille dans une maison d'accueil spécialisée, dans un IME, donc avec des enfants qui présentent des handicaps, c'est vrai que généralement les gens qui sont là, ils sont ils y sont depuis longtemps, et puis ils y sont pour encore plus longtemps. Si vous êtes infirmière en maison de retraite, par exemple, en théorie, les patients, quand ils ressortent, malheureusement, c'est parce qu'ils sont décédés. Donc effectivement, on peut avoir des patients comme ça au long cours, des gens que l'on connaît depuis des années, et on a tendance, oui, à se lier de manière un peu particulière avec eux parce qu'on les connaît entre guillemets par cœur et qu'on n'a plus besoin, voilà, il suffit qu'il y en ait un qui lève une oreille pour qu'on sache que ça veut dire telle ou telle chose. Et c'est là qu'effectivement le métier intervient. Parce qu'on est avant tout un soignant, même si on reste humain, voilà. Mais voilà, il y a une distance, il faut rester professionnel, il faut pouvoir continuer à avoir des réflexes professionnels, quelle que soit la situation qu'il y a devant, qu'il y a en face de vous. Oui, je pense que ça doit être, c'est pour ça que tu parlais des urgences, je pense que c'est aussi très dur justement voilà, parce que quand tu dis, il y a des personnes qui arrivent, qui ont des problèmes très spécifiques, et c'est vrai qu'on a tendance à aller naturellement vers eux. Et pour autant, il faut réussir à avoir un traitement identique pour tout le monde. Tout à fait. Il faut réussir à traiter les gens de manière identique. Et puis, effectivement, il ne faut pas tout prendre sur soi. Et quand on enlève la blouse, et quand on se change, et quand on rentre à la maison, on laisse les problèmes de l'hôpital ou du centre ou là où on les a eus. Et quand on rentre chez soi, on débranche. Parce qu'autrement, sincèrement... Pardon ? Non. J'ai pas entendu. Mais... On débranche pas qui ? Vas-y, finis quand même. Oh, bon. C'était une bêtise. Ok, d'accord. Mais non, mais t'as raison, c'est important. Mais et puis c'est important d'être persuadé. Quelquefois, il y a des gens qui commencent des études. Alors maintenant, effectivement, il y a des concours et on leur pose pas mal de questions. Et il y a un entretien au concours d'entrée en centre de formation. Là, c'est Michael qui vient de nous faire une superbe manip qui nous a fait tomber une boîte. Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on peut avoir très envie de faire un métier et puis découvrir, arriver sur le terrain, que finalement, on n'est pas fait pour. Je crois que, quelle que soit la spécialité, il ne faut pas avoir honte de se dire non, je supporte pas telle ou telle chose. Voilà, dans les études d'infirmiers ou d'infirmières, vous êtes effectivement obligé de voir tout un tas de cas, donc vous serez obligé de voir différentes pathologies et quelques-unes qui peuvent vous gêner un peu plus que ça. Si vous avez la chance après de pouvoir travailler dans un endroit que vous avez choisi, vous pourrez voir éventuellement qu'un type de malade que vous avez choisi, mais quand on est infirmier, c'est beaucoup plus difficile que quand on a certaines autres spécialités où effectivement on peut limiter un peu plus la variété des cas. Mais c'est vrai que... supporter la vue du sang, ça peut être intéressant quand on veut être infirmier. On fait une pause ? On fait une pause musicale, tu nous mets quoi ? Je sais pas, c'est Anthony qui est à la régie ? Oui, je vais mettre Marilyn Monroe de Pharrell Williams. Bon, je vais écouter, je vais apprendre à faire, comme d'habitude.
Et me revoilà, retour à l'antenne pour la fin de l'émission Quoi de neuf docteur, cette émission numéro 1 dans laquelle, de toute évidence, la fourrière de Vissou a gagné puisque notre intervenante n'est toujours pas arrivée. Donc on va finir l'émission sans elle la prochaine fois. Oui, de toute façon, on aura probablement l'occasion de se revoir. Voilà, il n'y a plus qu'Anthony et moi. Ça, donc voilà, on va terminer l'émission comme ça. On va revenir sur 2-3 petits points. Je vous ai parlé Alors, on m'a dit je fais trop de sigles et trop de mots que les gens ne comprennent pas. Donc les IFSI, ce sont les instituts de formation de soins infirmiers. J'ai dit qu'il y en avait 5 en Essonne. Il y en a un certain nombre aussi dans les départements voisins, et notamment, puisqu'on est dans le sud de l'Île-de-France, il y en a un à Melun et un à Fontainebleau. Vous les trouvez tous sur Internet. Vous les trouverez tous également, puisque je vais mettre les liens, sur la page de Facebook de l'émission qui s'appelle Bénédicte Émission Santé, où vous trouverez aussi les liens sur la page Facebook Effervescent, où vous aurez tous les renseignements et tous les liens nécessaires pour savoir quel concours, où vous adresser, les numéros de téléphone, les adresses, etc. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, je voulais vous parler des prochaines émissions. Alors, dans les prochaines émissions, nous avons donc la prochaine émission, c'est le 24 mai, c'est dans 2 semaines. Oui, parce qu'il y a Jeunesse Solidaire samedi prochain. Voilà, il y a Jeunesse Solidaire samedi prochain. Donc dans 2 semaines, c'est de nouveau Quoi de neuf docteur. Ce sera le week-end des élections européennes. Qu'est-ce qu'il y a? Ils font les oeufs derrière. Bah oui, mais bon, je ne les vois pas. Donc ce sera le week-end des élections européennes. Donc ce qui fait que c'est encore très très difficile de recevoir des instances puisqu'ils seront tous très très occupés. En revanche, nous avons déjà le programme du mois de juin. Et voilà Aïna et Mickaël qui rentrent sur la pointe des pieds. Oui, chut. Le 14 juin, nous recevrons une association essonnienne de sport adapté. Alors, on fera la différence du coup entre le sport adapté et le handisport, dont il sera question dans une autre émission un petit peu plus tard. Donc, nous recevrons cette association et un certain nombre d'intervenants qui nous parleront du travail qu'ils font, donc d'adapter le sport avec des personnes en situation de handicap. Et le 28 juin, et alors là je suis très très contente de cette émission qui se prépare pour la fin du mois de juin, nous recevrons le service de don d'organes et de tissus du centre hospitalier sud-francilien. Et le médecin que je dois rencontrer prochainement fait même un petit tour d'horizon de ses patients pour qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir une personne greffée au micro. L'idéal serait qu'il puisse venir au studio pour nous parler aussi de son expérience. Donc là, on aura l'aspect médical et on aura aussi l'aspect côté patient. Donc une émission sympathique et qui va nous apprendre plein de choses sur tout un tas de choses que l'on ne sait pas, parce que c'est vrai qu'on se penche rarement sur l'idée du don d'organes et sur l'idée du don, comme tu disais tout à l'heure, du corps après la mort, etc. Donc voilà, donc il y a toutes ces questions-là qui seront abordées, des questions aussi tout à fait législatives, de savoir quelles sont les dispositions qui existent. Voilà, il y a une autre émission qui se prépare pour un petit peu plus tard, alors ce sera, je ne sais pas encore exactement quand, sur le diabète. Et là, on va recevoir à la fois un patient adulte diabétique et un petit piou-piou de 9 ans, insulinodépendant, qui fait lui-même tous ses tests et qui se fait ses piqûres, etc. Et sa maman qui est présidente d'une association, et la seule association qui existe sur le secteur. Donc elle est basée dans le sud du 77, mais elle englobe toute l'Île-de-France et voire bien au-delà. La seule association d'enfants et adolescents diabétiques. Parce qu'il y a des associations d'adultes diabétiques, mais des associations d'enfants, eh ben, il y en a pas énormément. Et il y a de plus en plus... Voilà, tout à fait. Mais les enfants s'autonomisent très très vite. Moi, j'en ai connu. C'est un problème au niveau de l'insuline, c'est-à-dire que en fait, le corps ne régule plus le taux de sucre dans le sang. Donc quand on est très bas, on n'a plus la possibilité de le remonter. Non, ça, c'est le cholestérol, c'est la graisse. Ouais. Et quand on est trop haut, le corps n'a plus la possibilité de descendre le taux, d'où effectivement des comas et tout un tas de maladies qui vont avec aussi, parce que ça, c'est pas que un problème de sucre. C'est vrai que ça se discipline assez vite, et moi je pense, vous la connaissez, à ma nièce qui fait partie des jingles. Non. Ah. Mais c'est pire elle. C'est qu'elle a pas d'hormones de croissance.
Et donc depuis sa naissance, elle est obligée tous les jours de se piquer donc pour avoir des hormones de croissance. Et là, elle est à un âge difficile, qui est l'âge de la puberté. Donc pas très simple, très difficile parce que voilà, elle grandit forcément pas comme les autres. Elle se développe pas comme tout à fait comme les autres. Ouais. Et donc c'est vrai que voilà, une grosse pensée pour elle parce que c'est quelque chose de très difficile à vivre tous les jours. Au quotidien. C'est très contraignant en plus. Donc voilà, c'est contraignant, c'est que dès que tu veux éventuellement partir en week-end, tu dois avoir elle doit avoir une trousse de médicaments qui est réfrigérée. Enfin bon, c'est vrai que c'est très contraignant. Il y a des contraintes énormes, mais c'est vrai que souvent les enfants s'adaptent entre guillemets très vite et se prennent en charge très vite. Ça fait des enfants qui mûrissent beaucoup plus vite que les autres, mais qui finissent par effectivement s'adapter beaucoup à leur traitement. Pour justement, là voilà, c'est normal. Je fais une petite dédicace, mais aussi aux parents. Donc parce que c'est très difficile aussi, voilà, parce que il y a forcément un moment où on se demande pourquoi. Tout à fait, oui, tout à fait. Et quel que soit ce type de maladie, c'est pour ça que, ce jour-là, nous recevrons, oui, j'ai failli envoyer le stylo dans la figure de Michael, on recevra l'association des parents d'enfants et d'adolescents diabétiques, où effectivement, c'est souvent la famille qui, au début, en tout cas, prend en charge, parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. On va conclure cette émission, donc un grand merci à Anthony, à Ina, à Michael, qui m'ont soutenu dans cette première émission où je me sentais un petit peu seule. Et puis, nous, au nom d'Effervescent, on dit aussi merci à Bénédicte de proposer cette émission. Merci. Première émission santé de l'Essonne, il faut le préciser. Voilà. Seule. Première émission de la seule émission santé. Voilà, nous sommes les seuls et on tiendra bon. Mais d'ailleurs, la preuve, même quand les invités se feront enlever leur voiture, on sera là. Tout à fait. Non, mais j'en parlais avec Michael avec Anthony hors antenne tout à l'heure, mais c'est vrai que après avoir fait le tour de tous les services hospitaliers du secteur, recevoir un coup de téléphone d'un centre hospitalier qui vous dit on est très intéressé pour participer à votre émission, alors qu'effectivement au niveau local ça n'existe pas, donc ils ont rarement l'occasion de s'exprimer. Moi je trouve ça plutôt sympa et donc ça prouve qu'il y avait un besoin, même si on met du temps à démarrer un petit peu difficilement, mais il y a un besoin. On ne doute pas de la qualité des émissions à venir. On va en rester là pour aujourd'hui, Anthony. Oui. Tu vas pouvoir rendre le player. Oui. Merci, Bénédicte. De rien, merci à vous. Et puis merci quand même à mes informateurs, notre absente Patricia Sabat et puis Madame Fleury, l'enseignante de l'IFSI, qui m'a bien aidée sur le dossier. On se retrouve pour notre part donc lundi avec l'émission À qui le détour. On recevra quelqu'un, je ne sais plus qui. Donc, je lui ai dit qu'elle viendra, il n'y a pas de souci. Donc, suspense lundi 20h pour À qui le détour. N'oubliez pas, vous le savez, si vous organisez un événement en Essonne, on vous reçoit, blablabla. Pareil, si vous êtes un commerçant, n'hésitez pas, il y a une émission pour vous. Si vous êtes un politique, il y a une émission pour vous, surtout si vous êtes de gauche. Donc, émission pour tout le monde. Voilà. On est, bien sûr, l'émission pour tous. La radio pour tous. Vous en savez plus qu'hier, mais moins que demain. Passez un excellent week-end à tous.